J'ouvre le second débat de ce sens public avec cette question. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Emmanuel Macron, d'autres personnalités politiques le souhaitent. Comment mettre en place une telle mesure? Quels sont les effets des TikTok, Snapchat et autres Instagram sur le cerveau des plus jeunes? Les parents sous-estiment-ils les risques? Avant d'en débattre, le constat déjà, il est alarmant, fait par les scientifiques. Cécile Sixou. Snapchat, TikTok, WhatsApp. Parents, ce n'est désormais plus un secret pour vous. Vos enfants et ados passent trop de temps sur les réseaux sociaux, entre 3 et 5 heures par jour, et ils commencent de plus en plus jeunes, à 8 ans et demi en moyenne. Une précocité et un volume horaire qui ont des effets dévastateurs sur nos jeunes. Cette psychologue le constate chaque jour dans ses consultations. Mois et demi, tu vas plus tellement en cours. Depuis 4-5 mois, tu sors plus de ta chambre. C'est ça? Les scarifications, elles ont commencé quand? Mal-être psychique, violence, manque de sommeil, les jeunes finissent par s'isoler socialement. On a des jeunes qui ne sont pas encore des ados, qui sont des pré-ados, qui aspirent à être davantage avec les autres et dont la seule solution, c'est le réseau social. Mais le réseau social, il perturbe cette sociabilité. Même constat pour ce spécialiste qui étudie le cerveau des enfants. Les écrans sont nocifs pour leur développement. Que ça entraîne non pas des troubles, mais des retards sur l'acquisition du langage, de la reconnaissance des émotions, parfois de certains types de motricité, par exemple la motricité fine. S'il y a un consensus scientifique, la réponse politique semble, elle, plus compliquée à mettre en œuvre. Depuis 2023, une loi instaure la majorité numérique à 15 ans, mais elle n'est pas appliquée car non conforme au droit européen. En juin dernier, Emmanuel Macron s'est engagé à mettre la pression sur l'Europe pour appliquer la loi. Que ça dépend en fait du droit européen. Donc ce qu'on est en train de créer, c'est un rapport de force pour que ça bouge. Et j'espère qu'on va arriver à faire bouger l'Europe parce que c'est une question au fond de santé publique. Mais outre le blocage de Bruxelles, ce sont les plateformes elles-mêmes qui ne jouent pas vraiment le jeu. Car s'il existe des technologies pour vérifier l'âge des utilisateurs, nos enfants savent encore trop facilement comment les déjouer. Pourquoi il faut interdire les réseaux sociaux aux enfants? C'est le thème de notre débat avec Samuel Comblé. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes psychologue, directeur général adjoint de e-enfance. Raina Stamboliska, bonsoir et bienvenue. Vous êtes consultante experte en diplomatie du numérique, présidente de RS Stratégie et auteur de cet ouvrage La face cachée d'Internet, c'est aux éditions Larousse. Océane Herrero, bonsoir, bienvenue à vous aussi, journaliste tech à Politico, et vous publiez le système TikTok aux éditions du Rocher, et Mickaël Darmon, éditorialiste pour Sens Public, évidemment à mes côtés, et vous pouvez réagir sur ce thème également avec ce QR code, vous le flashez, téléphone ou tablette, vous posez vos questions. Moi sur mon ordinateur, je clique là-dessus. Pour l'instant, j'ai pas de questions, c'est normal, on vient d'ouvrir le débat sur les réseaux sociaux, mais je suis sûr que ça va vous faire réagir. Le saviez-vous, tiens, la majorité des réseaux sociaux fixe à 13 ans l'âge minimum d'inscription, mais bon, c'est pas respecté par grand monde. Vous voyez, Samuel Comblé, des enfants, j'imagine, beaucoup plus jeunes, déjà adeptes, et puis surtout pour y voir quoi? Pour y trouver quel contenu? Alors effectivement, on a fait une enquête il y a quelques mois à l'association e-enfance qui montre que 67% des enfants de 6 à 10 ans sont inscrits sur les réseaux sociaux en France. Donc, comme vous l'avez rappelé, cette interdiction d'attendre en fait 13 ans pour pouvoir y accéder n'est pas du tout respectée. C'est un problème parce que quand on est trop jeune, on ne peut pas faire face aux difficultés auxquelles on peut être confronté sur les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, les escroqueries, la pédocriminalité, autant de difficultés auxquelles les jeunes ne sont pas du tout préparés, puisque souvent on va mettre dans les mains d'un enfant une tablette ou un téléphone sans le guide mode d'emploi qui accompagne cet outil. Et donc les enfants sont particulièrement vulnérables, je dirais, et particulièrement victimes face à ces problématiques. Ça peut être des contenus violents, des contenus pornographiques. Tout à fait. Ce que l'on voit, c'est que les jeunes sont confrontés d'emblée à des images qu'ils n'arrivent pas à analyser, tout simplement. Donc des images violentes, des images pornographiques, effectivement. Puis je dirais des messages haineux aussi, parce qu'il y a beaucoup de messages qui vont être véhiculés et auxquels ils ne pourront pas forcément répondre. Et puis la désinformation aussi, avec des messages qui ne vont pas pouvoir décrypter, ils n'auront pas forcément l'esprit critique pour pouvoir prendre du recul vis-à-vis de ce qu'ils voient. Oui. Raina Stamboliska, que font, puisqu'il y a cet âge, majorité des réseaux sociaux, qui fixent à 13 ans l'âge minimum, est-ce qu'ils font quelque chose pour le vérifier, pour le contrôler, pour le faire respecter? Je crois que la réponse est un peu dans ma question, mais je veux bien vous entendre là-dessus. La réponse, généralement, c'est ça dépend. Oui. Déjà, il n'y a pas en fait un âge que tout le monde, dans tous les pays légalement, accepte comme un âge
maturité numérique, si Oui. vous voulez. Donc ça fait partie, en fait, des actions au niveau européen. Et après, une fois, on va dire un jour peut-être, on arrivera à se mettre d'accord sur un âge limite. Un âge. Qui, par exemple, en Espagne, qui a instauré un âge limite est 16 ans. En France, on parle plutôt de 15 ans. Bref, on n'arrive déjà pas à se mettre d'accord là-dessus. Donc après, la question vient sur quels moyens techniques ou technologiques a-t-on pour nous assurer que la personne qui va utiliser le service en question a, on va dire, la maturité biologique ou psychologique pour le faire. Et c'est là où les choses commencent à être complexes parce que on peut inventer des choses très simples qui fonctionneraient, mais ce serait aux dépens à chaque fois de choses qui nous tiennent quand même à cœur, telles que les droits fondamentaux. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que... Santé publique et liberté publique, il y a une balance à trouver. C'est ça, et il ne faut pas oublier, et je trouve dommage que dans ce débat qui revient régulièrement, on oublie que les enfants sont, comme toute personne humaine, en fait, tributaires de droits fondamentaux, tels que le droit à l'autonomie, le droit à la vie privée, le droit à la liberté d'expression. Et c'est là où c'est en fait très complexe, parce qu'on ne leur pose jamais quasiment la question de pourquoi vous y allez. Qu'est-ce que vous y trouvez? Effectivement. Alors moi, je vais être très clair, je ne le fais pas à chaque débat, mais là, je vais le dire clairement. Moi, je pense qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux enfants qui ont moins de 15 ans. Je suis radical. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. Bien le temps de se retrouver confronté à ce flot d'horreur. Il n'y a pas que ça sur les réseaux sociaux, mais il y en a quand même beaucoup. Vous nous avez donné le résultat d'un sondage. Il y en a un autre qui a été fait par l'association Génération Numérique. 63% des jeunes de moins de 13 ans sont titulaires d'au moins un compte. Ça veut dire qu'il peut y en avoir plusieurs sur un réseau social théoriquement interdit. Océane Herrero, si on va chercher, on va parler beaucoup de TikTok, pas seulement, mais notamment de TikTok, et je me tourne vers vous puisque vous y avez consacré une enquête, ce système TikTok. C'est toujours aujourd'hui le réseau social préféré des plus jeunes, oui ou non? Parce que ça va très vite, hein. Un réseau social, il peut vite être ringard, quoi. Ça va très vite, ça reste un réseau social très largement utilisé par les plus jeunes, tout simplement parce qu'il est très facile d'utilisation. Vous allumez votre téléphone et ensuite vous balayez vers le haut, vous avez un fil continu de vidéos, donc c'est évidemment très attractif, surtout pour un très jeune public. Pour les téléspectatrices qui n'y sont pas allés, qui n'ont pas eu la curiosité d'aller voir leur enfant ou petit-enfant, tiens, t'es sur TikTok, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? C'est des vidéos très courtes, c'est ça? Exactement, des vidéos très courtes qui prennent tout l'écran de l'utilisateur et qui s'enchaînent donc en balayant vers le haut avec un fil algorithmique qui va se personnaliser au fur et à mesure de la navigation de l'utilisateur pour proposer quelque chose de toujours plus personnalisé qui va plaire à la personne, notamment à l'enfant, par exemple. Donc voilà, c'est des choses qui vont être assez... sur lesquelles on va naturellement passer beaucoup de temps quand on est utilisateur, en moyenne à peu près 1h30 par jour. Donc c'est... N'oublions jamais qu'on parle d'une économie de l'attention, A2T, N-T-I-O-N, on y reviendra un peu plus tard. Parmi les effets négatifs, on n'a pas parlé ou quasiment pas de harcèlement. C'est quand même un mot important parce que le harcèlement, on a pu tous le vivre à l'école quand on était gamin, sauf qu'il s'arrêtait à la porte de l'école, du collège. Quand on rentrait à la maison, on était potentiellement quand même plus tranquille. C'est évidemment la grande différence aujourd'hui. Exactement, c'est 24 heures sur 24, c'est aucun endroit pour se réfugier, puisque même dans sa propre chambre, même dans son propre foyer, on peut être encore gêné par ces harceleurs. Ce que l'on voit beaucoup, c'est des jeunes qui finissent par s'habituer en fait au harcèlement, et ça c'est vraiment un message qu'il faut transmettre, c'est de ne pas s'habituer, parce que le harcèlement c'est un délit, ça tue, il faut le dire, c'est quelque chose de grave qui a des conséquences parfois qui peuvent être très durables sur la vie d'une personne, parce que ça va la marquer profondément et parce que les douleurs qui sont infligées par le cyberharcèlement sont extrêmement violentes, parce que c'est une masse de messages qui va être envoyée aux jeunes et qui va dédoubler, multiplier par autant de personnes qui vont envoyer ces messages la violence en fait du harcèlement. Oui. Donc c'est vrai qu'avant, on pouvait être embêté peut-être dans les couloirs d'une école ou dans une cour de récréation. Là aujourd'hui, le cyber a donné une caisse de résonance à ce harcèlement qui fait que c'est parfois difficile
difficile de s'en sortir. Vous avez dit tout à l'heure, les parents sont peu au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et souvent les jeunes vont se mettre à l'écart quand ils sont victimes parce qu'ils ont honte, ils se sentent coupables et c'est là où il faut peut-être renouer le dialogue. Pendant que vous parlez, il y a ce numéro, le 3018 qui s'affiche. C'est pour signaler des cas de harcèlement, c'est Exactement. Le 3018, c'est un numéro gratuit, anonyme, confidentiel, ouvert tous les jours de 9h à 23h, sur lequel vous avez des juristes, des psychologues et les parents peuvent appeler, les victimes peuvent appeler. Et la grande force du 3018, c'est d'être signaleur de confiance auprès de tous les réseaux sociaux, ce qui fait que si vous êtes harcelé, on a la possibilité de faire retirer des contenus, que ce soit des vidéos, des photos, des textes, en quelques heures. Bon, on va être souvent critique pendant ce débat, donc je voudrais quand même ouvrir une petite parenthèse pour dire qu'est-ce qu'on peut y trouver de bien, Raina Stamboliska, sur les réseaux sociaux. On peut y apprendre des choses, on peut y découvrir le monde. Essayons d'ouvrir une petite fenêtre positive. Quoi. Merci, parce que j'aimerais bien un peu équilibrer cette vision-là. C'est en fait ce qui est dangereux, on va dire, au sens très large, c'est que on est face à des pré-ados et des ados. Donc nous, quand on n'avait pas accès en fait tout le temps à des outils numériques, on faisait notre sociabilisation de manière très différente. Oui. Là, ce qui se passe, et là je vous laisserai compléter en tant que psychologue, on a vraiment des personnes dont l'écosystème relationnel, amical, etc., est entièrement là-dessus. Et quand je parle avec mes étudiants et étudiantes qui, eux, ont eu 15 ans il y a 5 ans, quoi, en fait, ils me racontent tous et toutes la même chose, c'est que leurs amis sont dessus, leurs secrets, leurs petits jeux, des choses qu'ils trouvent, qui se partagent, etc. Donc tout ce que nous, on a fait en face à face, eux, ils le font avec le numérique, donc par le truchement de réseaux sociaux. Et donc, le rire, la séduction, la découverte de l'amour, voilà, c'est intégré à l'écosystème de cette génération. Et donc, on a effectivement, et on en voit plein d'effets de bord, si vous voulez, sur la durée, où c'est extrêmement complexe, notamment on le voit maintenant avec des cyberdélinquants, donc des jeunes hommes notamment, qui aujourd'hui commencent à être incarcérés pour avoir commis des délits en ligne, des vols de données, etc., qui en fait ont trouvé dans ce genre d'écosystème de véritables amitiés. Et donc qui se sont construits avec ça, qui vous disent, moi je comprends que ce que j'ai fait c'est pas bien, mais je suis quand même contente d'avoir pu vivre ça. Et donc c'est ce truc-là qu'on a vraiment du mal à casser et à capter. J'entends ça, il y a beaucoup de thèmes à aborder, mais quand même, je vais au bout, je vous donne la parole à tous sur un côté positif quand même, Océane. Je poursuivrai sur ce qui a été dit, dans le sens où les applications sont aussi un endroit où les jeunes vont pouvoir forger une identité quelque part, ce qui peut être des fois déstabilisant pour les parents de voir quelque part leur enfant influencé ou en tout cas tirer des choses des réseaux sociaux. Le sentiment que ça échappe aux parents, voilà, c'est ma réaction ou la réaction de grands-parents aussi. Voilà, je comprends rien à ça et ils se forgent leur identité sans moi. Quoi. Exactement, la construction identitaire ne passe plus simplement par le cadre familial ou même par le cercle des amis, c'est-à-dire qu'on va découvrir des œuvres, on va découvrir des sous-cultures parfois auxquelles un jeune va pouvoir s'identifier et ça par le truchement donc, des réseaux sociaux. Il y a aussi des cadres familiaux qui sont parfaitement destructeurs pour les enfants, sans les réseaux sociaux et depuis toujours. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent permettre d'y échapper ? Oui, ça peut être aussi une ouverture sur le monde, ça peut être aussi une occasion d'apprendre, d'aller vers d'autres cultures. Donc je pense qu'il ne faut pas balayer d'un revers de manche tous les réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites positivement. Il y a beaucoup de jeunes qui nous disent, heureusement, vous avez parlé de la séduction, certains garçons, heureusement que j'ai les réseaux sociaux parce que je m'expérimente sur mon réseau social et après je peux véritablement aller vers la jeune fille et la séduire. Donc je pense que c'est important de dire que le numérique en soi, c'est pas un problème. Le problème, c'est l'omniprésence de ce numérique dans la vie des jeunes, avec beaucoup d'heures passées et avec une impossibilité de se décrocher, de rentrer dans des relations sociales hors ligne, physiques. Et c'est vrai que c'est ça qui nous pose question, d'avoir des jeunes qui sont, je dirais, enfermés dans ces algorithmes, dans ces relations à distance. Et c'est là où on a besoin peut-être de leur dire que pour se développer en tant qu'enfant et en tant qu'adolescent, on a besoin d'un petit peu de tout, un petit peu de numérique, mais aussi des activités sportives, culturelles, etc.
Bon, et je referme un peu, même si on pourra avoir, vous aurez le droit évidemment, de continuer de trouver des exemples positifs, parce que quand même, Mickaël, si on regarde un peu dans le rétroviseur, on nous promettait une plus grande tolérance, une avancée démocratique grâce au débat permanent et ouvert. Vous nous dites que c'est le contraire qui est en train de se produire. Et oui, ces chemins, ils ne sont pas sinueux, c'est le mot qu'on puisse dire, hein, et l'avenir est vraiment pas radieux. Ils mènent d'ailleurs totalement droit au chaos. Oui, c'est vrai, les réseaux sociaux, même si ça a pu faire éveiller des consciences politiques chez les jeunes aussi, parce qu'il y a aussi des consommations nouvelles d'informations, les réseaux sociaux se sont mués en arène de confusion, de haine et de désinformation. Ce que l'on n'a pas perçu dans notre naïveté au début, c'est à quel point ce qui devait nous rapprocher nous a en réalité fracturé, à fracturer nos sociétés, à fracturer nos vies. On a considéré par exemple comme un progrès le fait que de pouvoir communiquer dans le monde entier avec les amateurs d'une même recette de cuisine ou avec tout simplement une communauté d'autres collectionneurs, eh bien c'était du progrès. En réalité, ça nous enfermait dans des bulles et au fond, tout celui qui ne partage pas notre avis est exclu. Et c'est ça aussi qui a contribué à la fragmentation politique. On a compris beaucoup trop tard que le pouce levé, le pouce baissé, ça recrée les arènes des gladiateurs où tout simplement les combattants étaient livrés à la pulsion de la foule qui venait chercher du spectacle de la mort. On était loin d'imaginer, on l'a évoqué rapidement, que des adolescents pouvaient avoir envie de se donner la mort ou de répandre la mort parce qu'ils étaient transformés en cibles dans leur intégrité, dans leur intimité, et que c'était absolument insupportable. Bref, ce qui devait nous éclairer, finalement, nous a aveuglés, et les algorithmes sont devenus les milices d'émotions qui pourchassent, en fait, le sens de la nuance et l'interprétation. Et quand on ne peut plus nuancer, quand on ne peut plus interpréter, c'est le chemin direct vers la dictature. Bon, on va essayer quand même d'amorcer la question des solutions. Est-ce que le combat, il est perdu d'avance? Qu'est-ce qu'on peut faire? Résister. Cette bataille ne fait que commencer, parce qu'en fait, elle est quasi anthropologique, parce que l'IA, intelligence artificielle, adossée et associée aux réseaux sociaux, est en train de changer totalement de manière d'être, remet en cause aussi le monopole de l'intelligence supposée, de la créativité humaine. Le complotisme, la vérité alternative sont devenus des modèles économiques, ils sont devenus des systèmes politiques alternatifs. On l'a encore compris il y a quelques minutes. Ce pays, jadis considéré comme étant la plus grande démocratie du monde, aujourd'hui, représente effectivement ce symbole et cette dérive. Interdire ne sert à rien. On a cherché à interdire les machines à vapeur au XIXe siècle. Parce qu'on se disait, c'est pas possible, tout est perdu. Les rodomontades politiques que l'on connaît, qui prétendent régler le problème en 15 jours par des effets d'annonce, sont à minima inutiles. Et un jour même, l'histoire jugera ces gouvernants qui n'ont pas eu vraiment le courage d'agir, parce que l'univers des réseaux sociaux doit s'organiser comme une société et comme une cité qui doit devenir viable. Sur les routes, la vitesse est contrôlée, il y a des feux rouges pour régler la circulation. Ce sont des règles communément acceptées et il y a une force publique pour pouvoir donc contrôler les excès. Il faudra faire en sorte que pour les générations futures, eh bien, une autre radicalité se mette en place, la radicalité de la nuance. Parce que la question se pose désormais à l'humanité et aux jeunes générations. Devrons-nous arrêter le progrès avant que ce soit le progrès qui nous arrête? Merci beaucoup, Mickaël. Vous êtes peut-être presque encore plus radical que moi. Il y a quand même un principe de bon sens, et je veux bien vous entendre commencer avec vous, Raina Stamboliska. C'est sur ce qui est interdit dans la rue devrait l'être aussi sur les réseaux sociaux. Pourquoi ça semble si difficile à mettre en œuvre? C'est mettre en œuvre le mot-clé. Vraiment. Vous avez, en fait, dans la rue, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui se gare pendant un quart d'heure pour reprendre votre métaphore mobilité, qui se gare sur un passage piéton. Normalement, vous n'avez pas le droit. Le temps que j'aille au commissariat, que je signale, que quelqu'un vienne voir avec moi, la personne est probablement partie. Donc vous voyez le problème, c'est que on fait quoi? On installe des caméras partout et on met plein de gens pour être un... Oui, mais la peur du gendarme fait quand même qu'on a tendance à respecter ces règles dans la rue, sur les routes, etc. etc. Oui et non. Plus ou moins, évidemment. Voilà. Et donc toute la question est là, c'est que les règles, on les a. On n'a jamais dit que c'était le Far West, comme pendant des années on l'a entendu, pas du tout. Le réglementaire existe. La question, c'est comment on met en œuvre. Donc ce qui s'est passé par exemple avec Kik, cette plateforme où il y a eu un mort en direct, ça a montré en fait les limites de ce que peuvent faire les pouvoirs publics démocratiques. Je veux dire, encore une fois, on arrive en fait à une limite qui est inhérente aussi à nos sociétés ouvertes. C'est qu'on ne va pas, en fait, outrepasser
nos propres prérogatives. Donc, on a en fait des limites aussi dans ce qu'on peut faire. Donc, c'est vraiment la mise en œuvre qui est complexe et qui est difficile. J'entends votre argument, mais il y a quand même un élément qui me semble très important, Océane Herrero, c'est la responsabilité éditoriale ou juridique des propriétaires de ces réseaux sociaux. Et on parlait des contenus complotistes, de la désinformation, ils ne sont pas responsables juridiquement de ce qui est publié sur leur réseau. On considère que ce sont des tuyaux, quoi, pour Exactement, c'est l'argument principal et on voit en Europe une volonté d'essayer de trouver des moyens de réguler ces plateformes-là. Le règlement européen sur les services numériques, DSA, est un exemple de cela et on voit, si on dézoome, qu'aujourd'hui ça fait aussi l'objet d'une controverse et d'une bataille politique, notamment avec les États-Unis, où Donald Trump s'oppose en fait à cette régulation européenne du numérique et prend pour cible les États, l'Union européenne pour cette régulation des plateformes-là. Donc on voit que c'est un enjeu qui dépasse la simple technicité, quoi. C'est quelque chose d'extrêmement politique et qui met en place un rapport de force très important entre les puissances qui ont les réseaux sociaux et les puissances qui ne les ont pas. Avec une dimension, parce que même si je suis d'accord avec vous, il y a des règles, mais je ne pense pas assez de moyens mis par les réseaux sociaux pour les faire respecter quand même. Notamment si on parle de modération, il y a de moins en moins de moyens sur les réseaux sociaux pour faire la modération sur les contenus. Mais c'est leur décision parce que vous avez en fait... Le cœur du problème, si vous voulez, c'est le modèle économique de ces réseaux sociaux. Donc, regardez leur modèle économique, c'est quoi? C'est le publicitaire. Donc, on va moissonner le plus de données possible pour pouvoir vendre du temps d'attention qu'on n'a jamais eu par ailleurs. Voilà. Donc, à partir du moment où votre modèle économique, c'est moissonner plus et garder pour ce que Océane expliquait tout à l'heure, ce défilement garder le plus possible dans cet écosystème-là. À partir de ce moment-là, votre cheval de bataille principal, ça va être toute action ou pensée réglementaire qui viserait à limiter ça. Donc en fait, voilà. On est bien d'accord, même si les contenus sont des contenus complotistes, faux, etc. Si c'est ceux qui vont permettre de garder l'attention, on va les laisser se diffuser. C'est ça. Et donc c'est ça quand même dans un modèle pervers. C'est ça qui est extrêmement complexe. Et jusqu'à présent, et pour l'instant, le DSA fonctionne quand même. Digital Services Act, c'est le règlement européen dont on parlait. Qui, en fait, à la base, le DSA vise à limiter la propagation de discours de haine. Quand vous entendez M. Trump, c'est une censure qui empêche les entreprises américaines d'exister. Non, les entreprises américaines existent très bien. Oui. Je vous redonne la parole dans un instant, mais je voudrais entendre Samuel Comblé. Je reste sur ce décalage entre le monde virtuel, mais qui prend vraiment de plus en plus de place, et le monde réel. Et là, je me tourne vers les parents, les grands-parents. C'est quand même compliqué de faire comprendre à un enfant qu'il a des règles à respecter chez lui, ou même des profs à l'école, par exemple, quand sur les réseaux sociaux, il y en a moins, ou il n'y en a pas. Le problème du numérique, c'est qu'on se croit protégé par son écran. Ça, c'est peut-être un message à transmettre aux enfants, c'est que même quand on est devant un écran, même quand on pense que dans son foyer, on est protégé par ses parents, à partir du moment où on commet un délit en ligne, on est puni de la même manière. Après, l'autre problème du numérique, c'est qu'on n'entend pas beaucoup de peines prononcées parce qu'il y a du cyberharcèlement, parce qu'il y a des escroqueries en ligne. Et donc c'est vrai qu'il y a un sentiment d'impunité, comme si le numérique était une zone de non-droit, en fait, où on peut faire tout et n'importe quoi sans risque d'être inquiété par la justice. Et donc ça, c'est aussi peut-être quelque chose qu'il va falloir faire évoluer, c'est de se dire que qu'on soit en ligne ou hors ligne, la loi est la même en France et qu'on peut tout à fait être condamné de la même manière. Après, il y a peut-être aussi un travail de sensibilisation, de rappeler aux jeunes que quand on est sur un écran et qu'on agit comme ça, même si ça peut les faire rire, eh bien ça n'en demeure pas moins qu'un délit. On parlait du cyberharcèlement, on a beaucoup de jeunes qui nous disent mais je me suis rendu compte après coup en fait que c'était quelque chose d'agressif, d'attaquant. Quand vous êtes devant un écran, vous n'avez pas la réaction de celui avec lequel vous allez envoyer le message, et donc vous n'avez pas toute la communication non verbale, tout le ressenti que vous pourriez avoir. Si je vous insulte maintenant, forcément vous allez réagir, et peut-être que moi je vais du coup adapter ma réaction.
recommencer. Et hésiter à recommencer. Je ne commencerai pas de toute façon. Pour l'instant, ça se passe bien ce débat. On va essayer de continuer. Mais en tout cas, c'est sur les réseaux. Quand on est devant un écran, c'est vrai que d'apprendre l'empathie suppose, voilà, comment l'autre va réagir quand je lui envoie ce message. Et ça peut être des choses à apprendre. Si tu devais dire exactement le même message que tu as écrit dans la cour de récréation, par exemple, à ton camarade, comment tu imaginerais qu'il réagisse? Si ça peut permettre aux jeunes de réfléchir et de prendre un peu de recul, c'est déjà une petite victoire de gagner. Une réaction de Francis qui nous écrit de Paris. Alors, réaction de parents. J'ai beau interdire, les enfants cachent leur compte, ils ne veulent pas qu'on leur interdise. Comment contrôler leur utilisation? Et ça va être, évidemment, on est au cœur de notre débat. Merci beaucoup, Francis, de cette réaction. Et n'hésitez pas, vous voyez le QR code à flasher et à réagir, poser vos questions ou simplement faites-nous part de votre expérience de parents ou de grands-parents. Il y a des pays qui ont interdit, effectivement, les réseaux sociaux. On va prendre quelques exemples étrangers. On va voir tout de suite cette liste. Australie, Nouvelle-Zélande, Espagne. On est sur une interdiction au moins de 16 ans. C'est l'âge dont vous parliez tout à l'heure. La Norvège, c'est 15 ans. Puis alors, il y a aussi la Chine. On va faire un focus sur la Chine dans un instant, avec des mesures de restriction d'accès aux mineurs, avec un document d'identité pour les moins de 14 ans et pas plus de 40 minutes par jour. En France aussi, il y a une loi qui a été votée, 2023, la loi Marcangeli, du nom du député qui l'a portée, qui crée une majorité numérique à 15 ans. Elle n'est pas appliquée, Océane Herrero. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas appliquée parce qu'elle est contraire aux droits de l'Union européenne. Mais on est en train d'avancer sur ce sujet-là en France, tout simplement. Déjà, en premier lieu, parce qu'il y a un vrai consensus politique. Il faut rappeler que cette loi-là, elle avait été votée à l'unanimité. Donc, c'est pas une mesure qui fait vraiment polémique dans l'espace politique aujourd'hui. Et ensuite, Emmanuel Macron avait fait vraiment de cette mesure-là, donc de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, un objectif politique fort. Et la Commission européenne a ouvert la voie cette année à ce que les États mettent en place ce système-là, en tout cas où les États peuvent décider de l'âge d'accès. Donc aujourd'hui, le gouvernement, qui est démissionnaire, donc évidemment c'est très affecté par la situation politique, mais planche et veut avancer assez rapidement pour rendre cette mesure effective et faire avancer la France plus rapidement sur ce sujet au niveau national. Avec la question du contrôle de l'âge des utilisateurs, on écoute le DG, le directeur général France de Snapchat, il s'appelle Grégory Gazagne. Je pense qu'il y a un enjeu pour nous qui est extrêmement important, justement, c'est la protection des mineurs. Surtout quand on a 91% des 13-24 sur la plateforme, on investit énormément sur cette partie. Maintenant, notre challenge à nous et à l'industrie en général, c'est la vérification de l'âge. Donc aujourd'hui, c'est déclaratif. On n'a pas accès aux données personnelles des utilisateurs. Ça peut se faire en fait d'une manière assez simple. C'est de centraliser cette décision au niveau des App Store. Alors, est-ce qu'ils sont faciles à contourner, les interdits? Ça vous agace d'entendre ça? Oui, j'ai beaucoup de mal en fait pour plein de raisons. Parce que déléguer aux App Store, comme le suggère monsieur, ça voudrait dire que Google et Apple contiendraient, en fait, seraient receveurs des pièces d'identité de nos enfants. Moi, j'ai quelques, disons, réserves vis-à-vis de cette solution. On peut dire la même chose pour TikTok. On va parler de TikTok dans un instant. Ça va pour TikTok. Il y a des moyens techniques, si vous voulez, qui permettent de ménager, entre guillemets, le chèvre et le chou. La Commission européenne a notamment lancé une application de bêta-test, un bêta-test. Oui, il y a une expérimentation en cours, là. En cours, pour voir un peu ce que ça donne. Donc, justement, et pour avoir toutes les remontades de part et d'autre. C'est-à-dire contrôler l'âge sans que les données en question partent vers les États-Unis ou la Chine, si je comprends bien. C'est ça l'idée? Vers l'entreprise privée. Oui, c'est ça. Voilà. Donc vous avez, si vous voulez, un intermédiaire qui est un tiers de confiance en quelque sorte, qui affiche, oui, puisque tu me fais confiance en moi, j'ai vérifié que cette personne a 16 ans et demi. D'accord. Donc, c'est bon, tu peux y aller. Voilà. Donc, techniquement, si vous voulez, il y a des manières de faire. Il y a des expérimentations en cours, etc. Pour moi, puisqu'on en est à parler de solutions, il y a vraiment deux grands sujets. Le premier, sur lequel on est en train d'avancer, le volet réglementaire, avec des choses qui prennent du temps. Parce que, encore une fois, on habite dans une société et on a des réserves de faire des choses que d'autres, telles que la Chine, n'ont pas. Disons-le très clairement. Donc, il y a des choses qui avancent, ça prend du temps, parce que aussi l'Union européenne, c'est 27 pays. C'est pas juste la France. Et
Bon, voilà. Ok, donc ça, c'est une première option. La seconde, en fait, et là, c'est là où on pêche pour le coup vraiment, c'est que dans mon écosystème professionnel, celui des gens qui font de la tech, qui font de la cybersécurité, on n'a aucune incentive, si vous voulez, aucun encouragement de faire des outils numériques pour les particuliers. Parce que le parent qui s'arrache les cheveux de comment je fais, en fait, on peut sensibiliser autant qu'on veut. Ce que les gens nous disent après, on leur a raconté ce qu'il ne faut pas qu'ils fassent, ils disent « D'accord, mais alors moi, comment je sais et quel outil tu peux me recommander ?» Et là, on fait « En fait, il n'y en a pas. Tu vois, il n'y en a pas. » Parce que vous n'avez pas les moyens de les développer, c'est ça En fait, parce que en tant qu'entreprise privée qui fournissent des solutions, on a besoin aussi, nous, de payer des factures. D'accord. Or, la volumétrie d'utilisateurs qu'on doit avoir, elle est quand même complexe à attendre. Et donc, on se rabat tous sur des solutions organisationnelles. Et c'est là où on a besoin, si vous voulez, aussi que les pouvoirs publics se saisissent du sujet pour donner aux individus des moyens. Bien compris. Allez, j'ouvre le chapitre TikTok, et c'est le thème de votre livre, Océane. Peut-être, on va poser un peu le décor. C'est combien d'utilisateurs dans le monde et quelle proportion de jeunes, quoi, de moins de, je sais pas, alors c'est pas une colle, moins de 18 ou moins de 16, je ne sais pas si vous avez les chiffres, si ça existe d'ailleurs. Les chiffres, TikTok les communique régulièrement sur le niveau mondial. On est à plusieurs milliards d'utilisateurs, il faudrait que je vérifie. En France, on est à peu près à 24 millions d'utilisateurs. 24 millions d'utilisateurs, c'est massif. Donc c'est massif. Donc c'est pas que des jeunes, évidemment. C'est près d'un tiers de la population. C'est pas que des jeunes, et on a souvent cette conception-là. En réalité, c'est une application qui est utilisée beaucoup plus largement dans la population. Et le format TikTok, celui des vidéos courtes, est aujourd'hui sur toutes les applications comme Instagram, YouTube. Donc, ça a été copié en Voilà, fait. Exactement. Comme ça marche très bien, tout le monde s'y est mis. Le modèle TikTok est extrêmement répandu aujourd'hui dans la consommation des réseaux. Et on va se concentrer sur la Chine avec Quentin Calmet tout de suite, qui peut nous rejoindre sur ce plateau. Parce que, Quentin, il y a un TikTok qui est disponible uniquement en Chine, qui ressemble en apparence seulement à celui-ci, au TikTok qu'on a en France. Voilà, les 750 millions d'utilisateurs chinois n'ont pas le même TikTok que nous. En Chine, l'application effectivement ressemble comme deux gouttes d'eau à TikTok, mais elle s'appelle Douyin. Elle a également été développée par ByteDance, la maison mère de TikTok, mais le contenu de l'application est très différent. Alors il est davantage éducatif, c'est ça? Déjà, impossible de mentir sur son âge au moment de l'inscription à l'application en Chine. Vous en parliez il y a un instant sur ce plateau, c'est un des défis en Europe. Vous vous connectez avec une application tierce ou avec un numéro de téléphone qui certifie votre âge. Et en dessous de 14 ans, le temps de consultation est limité à 40 minutes par jour. L'application, d'ailleurs, n'est pas du tout accessible entre 22h et 6h. C'est tout l'inverse dans le reste du monde où TikTok n'impose aucune limite de temps où il est possible de mentir sur son âge. L'algorithme de TikTok en Chine qui privilégie les contenus éducatifs et ludiques en rapport avec les sciences, l'histoire et l'art. Et alors évidemment, si on compare au contenu français ou européen, on se demande si TikTok ne cherche pas à, ouvrez les guillemets, abrutir la jeunesse occidentale. Voilà, un ancien employé de Google a expliqué en 2022, c'est presque comme s'il reconnaissait que la technologie influence le développement des enfants et ils font de leur version nationale une version épinard de TikTok, tandis qu'ils expédient la version opium dans le reste du monde. C'est ce qu'a dit Tristan Harris, cet ancien employé de Google. C'était sur CBS en 2022. TikTok était également accusé dans sa version chinoise, Douyin, d'être au service du régime chinois. Voilà, le réseau social est largement censuré en Chine. Les opposants au régime ne peuvent pas y formuler de critiques du Parti communiste chinois. Une analyste explique tout ce qu'on peut trouver sur l'application. C'est ce que le gouvernement chinois a autorisé. Les utilisateurs ne trouveront rien sur les Ouïghours, ni d'images d'archives de la place Tiananmen. C'est ce qu'a dit Isabelle Feng. Elle est juriste et spécialiste de l'économie chinoise. Elle était dans le magazine Challenge. On voit que le régime chinois qui prend très au sérieux ce que consomment les petits, les jeunes sur leur écran. Dans leur pays. Merci beaucoup, Quentin Calmet. Je reste avec vous, Océane Herrero, puisque vous avez enquêté sur le système TikTok. Est-ce que vous reprenez cette formule? Est-ce qu'il cherche à abrutir la jeunesse occidentale ou est-ce qu'on se naît dans une espèce de théorie un peu complotiste quand on dit ça? C'est difficile à prouver parce qu'il faudrait démontrer une intention quelque part. ByteDance, la maison mère donc, de Douyin et TikTok, c'est une entreprise technologique qui s'est avant tout inspirée de ce qui se passait dans la Silicon Valley pour développer un écosystème des réseaux sociaux
made in China. Le fait est qu'ils l'ont fait peut-être mieux avec TikTok que ce que faisait la Silicon Valley jusqu'ici. Sur cette intentionnalité, on a du mal encore à la démontrer. On sent en tout cas qu'il y a une forte pression sur TikTok sur cet enjeu-là. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on sait de leur algorithme? Parce que là aussi, hein, évidemment, ça peut être on n'y a pas forcément accès, c'est pas en open source, et puis c'est la base de leur modèle. Donc, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? C'est la base de leur modèle, c'est quelque chose qui change beaucoup avec le temps, étant donné qu'ils testent des choses. Vous avez des moments où l'algorithme va privilégier des vidéos plus longues, puis des vidéos plus courtes, pour tenter de voir pour garder du dynamisme et voir ce qui fonctionne le mieux auprès des utilisateurs pour ne pas qu'ils se lassent en fait de l'application et continuer d'innover et d'amener de nouvelles choses. C'est quelque chose qui évidemment est extrêmement secret, mais qui est vraiment la base et la plus grande force quelque part de TikTok. Alors, on se concentre un peu sur TikTok. Il y a eu en plus cette commission d'enquête à l'Assemblée sur ce réseau social chinois. Samuel Comblé, est-ce que pour vous c'est le pire des réseaux sociaux? Est-ce que finalement il a essaimé? Ça c'est le premier aspect de ma question. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous voyez vous comme effet? Est-ce que parfois on peut parler d'addiction? Alors, c'est pas le meilleur, c'est sûr. Ouais. Est-ce que c'est le pire? Il faudrait peut-être faire une étude sur l'ensemble. Je pense que c'est vrai que quand on parle de TikTok, ça donne l'impression qu'ailleurs, il n'y a pas de problème. Oui. Et ça donne surtout l'impression aux parents que du coup, il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que leurs enfants sont sur Snapchat, Instagram, etc. Ça reste, on l'a dit, des modèles qui se reproduisent. D'ailleurs, quand il y a un changement sur TikTok, Snapchat va reproduire la même évolution et réciproquement. Donc, je pense qu'il faut être prudent. Ça reste des systèmes qui sont à peu près copiés les uns les autres et c'est des systèmes qui permettent de communiquer avec d'autres internautes. Et sur l'addiction, Mathilde, qui nous écrit de Lyon, se pose elle aussi cette question. Oui, alors on parle plutôt de dépendance. Il n'y a pas eu autant on peut parler d'addiction aux jeux vidéo. Pour l'instant, il n'y a pas de reconnaissance scientifique, médicale du fait qu'un réseau social peut créer une addiction avec tous les symptômes qu'on peut connaître. On peut parler par contre d'un rapport toxique avec son réseau social parce qu'on va être enfermé avec l'algorithme dans une relation qui va être difficile d'arrêter parce qu'on va être hyper dépendant des contenus qu'on va y trouver, parce que ça va nous isoler socialement, parce qu'on va avoir aussi des difficultés à peut-être prendre du recul vis-à-vis de ce que l'on voit, de ce que l'on regarde. Et ce sont des signes que les parents ou les grands-parents peuvent observer, bien évidemment. Et c'est vrai on l'a dit tout à l'heure, dans la construction identitaire d'un adolescent, l'adolescent, il a besoin de ses pairs, PAIRS, pour pouvoir se construire. Et c'est vrai que si on est hyper dépendant de ce que nous envoient les réseaux sociaux, eh ben ça va avoir des conséquences sur la santé mentale. Et on le sait, la dépendance des jeunes aux réseaux sociaux a une incidence, et ça a été clairement prouvé par plusieurs études internationales, sur la santé mentale et sur le mal-être. Et on a une augmentation, malheureusement, des tentatives de suicide des jeunes, et il y a un rapport quand même entre utilisation des réseaux sociaux et conséquences sur leur santé mentale et sur ces crises suicidaires. Oui, on parlait de cette commission d'enquête à l'Assemblée et cette question de parents qui se sentent démunis. Un chiffre d'abord, c'est l'association Génération Numérique toujours qui dit 80% des parents ont déclaré ne pas savoir exactement ce que leurs enfants faisaient en ligne. Je crois que ça, on a tous pu l'expérimenter à un moment ou à un autre. Et puis, je vous propose d'écouter la députée Renaissance Laure Miller, qui était rapporteure de cette commission d'enquête sur TikTok, qui, elle, parle d'un couvre-feu numérique. Ça rejoint un peu ce qu'on a vu tout à l'heure sur la version chinoise de TikTok. À partir de 15 ans, on a quand même encore évidemment des fragilités. Et puis on voit bien le phénomène de dépendance lié aux réseaux sociaux qui a un impact sur la vie quotidienne de nos jeunes. Raison pour laquelle je plaide pour un couvre-feu numérique qui pourrait évidemment commencer, tout ça a été discuté, mais à 22h et se terminer le lendemain à 8h. L'idée derrière ça, c'est on a eu beaucoup de témoignages, vraiment beaucoup de témoignages de jeunes qui nous disaient j'essaye d'arrêter, mais en même temps, c'est vrai que mes parents me disent à 21h, à 22h, éteins ton téléphone, et puis en fait, je regarde 5 minutes, puis en fait, je pars pour 2 heures de défilement de vidéos et je n'arrive pas à m'arrêter. Raina Stambuliska, est-ce que c'est facile à mettre en œuvre, un couvre-feu numérique? Les Chinois y arrivent, pourquoi pas nous? Sauf que les Chinois, c'est pas une démocratie. Oui, voilà. Il y a un écosystème numérique en Chine qui est vraiment extrêmement intrusif, extrêmement contrôlant, centralisé, qu'on n'aura pas. Pour plein de raisons, ne serait-ce que parce qu'on a une démocratie, mais aussi, on est encore une fois en Europe, 27 pays au sein de l'Union européenne. Donc, voilà. Mais après, vous pouvez avoir des choses. Je veux dire,
À partir du moment où on a, par exemple, un mécanisme de vérification d'âge, à condition aussi que le réseau social prenne ses responsabilités et décide de se dire, OK, pour tous les utilisateurs qui sont identifiés chez moi comme ayant 16 ans ou moins, je ne leur autorise pas l'accès à partir de, disons, je sais pas moi, 22 heures jusqu'à 6 heures, 8 heures, n'importe. Ça, c'est faisable. Si vous voulez, techniquement en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est, la question, on en revient toujours à la même chose, c'est que les rôles et responsabilités, ce n'est pas que l'État ou l'Union européenne, ce n'est pas que les parents, c'est aussi les gens qui fournissent ces services-là. Et à un moment donné, en fait, il faut effectivement qu'on ait du courage politique et dire, là, siffler à la fin de la récré, excusez la familiarité, mais et dire, voilà, là, à un moment donné, les règles, c'est les règles. Chez nous, sur notre territoire souverain, on fait, en Europe, on suit nos lois. Si ça ne va pas à M. Trump, c'est tant pis pour lui. Nous avons nos valeurs. Dans le bras de fer, mais effectivement, c'est important de le rappeler, Michael. Oui, il faudra quand même prendre date de ce qui s'est passé avec cette commission d'enquête et la députée Laure Miller qu'on a entendue, parce qu'il y a effectivement un diagnostic d'un problème, on le sait, on le voit, conséquent. Mais il y a aussi une génération de politiques TikTok. Bien sûr. Et en fait, on verra le rôle que ça joue dans les prochaines campagnes. Il faudrait peut-être faire une enquête intéressante de voir l'âge de ceux qui dénoncent les problèmes des réseaux sociaux et ceux qui disent rien parce qu'ils en profitent. Et vous avez des candidats aujourd'hui TikTok, on les nommera pas, mais enfin on connaît la nouvelle génération, qui se manifestent, s'organisent et se montrent sur ce réseau-là, ce réseau qui est, ces réseaux sociaux qui sont en fait investis depuis aussi 2017 par un président qui tous les jours est sur Instagram depuis quand même 2017. Donc c'est un film ininterrompu depuis 2017. Donc il faudra quand même se poser la question de la responsabilité de cette génération politique, de la pensée complexe, disait-on. Oui, mais sauf qu'ils veulent aussi s'adresser à des générations qui votent moins. Exactement. Donc, c'est quand même les réseaux sociaux. C'est le dilemme permanent. Le plus évident pour le faire. Si on reste sur le contrôle de l'État chinois sur une entreprise comme TikTok, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il est réel. Il y a de toute façon un représentant du Parti communiste qui siège au conseil d'administration de n'importe quelle grande entreprise chinoise. Enfin, il faut rappeler deux, trois évidences peut-être, Océane Herrero. Il est réel et il est évidemment, il ne s'applique pas seulement à TikTok. Typiquement sur les couvre-feux, c'est aussi quelque chose qui s'applique aux entreprises de jeux vidéo chinoises. Donc voilà, c'est un contrôle qui est assez intense sur la manière dont elles se comportent et leurs modalités d'utilisation en Chine. On voit aussi, et encore une fois, je me tourne vers les États-Unis, mais dans les négociations qui ont eu lieu entre Donald Trump et Xi Jinping concernant le devenir de TikTok aux États-Unis, étant donné qu'il a été en suspens et qu'un accord a finalement été trouvé cette semaine, que le gouvernement chinois est très très au courant et suit de très près le devenir de ce réseau social, de cette plateforme qui est son premier succès mondial quelque part, en tout cas un de ses principaux succès mondiaux dans le terrain numérique à travers le monde. Merci beaucoup, merci à tous. J'étais en train de demander à la régie de le remettre le 30-18 pour terminer et conclure ce débat. Je pense que c'est très important. Peut-être que vous ne connaissiez pas de ce numéro. S'il y a des cas de harcèlement numérique, scolaire, sexuel, vous pouvez appeler ce numéro. Vous serez soutenu. Merci encore d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler les titres de vos livres. Océane Herrero, Le système TikTok, c'est aux éditions du Rocher. Et Raina Stamboliska, La face cachée d'Internet, aux éditions Larousse. Voilà, c'est la fin de ce Sens Public. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci de participer à l'émission. Il y avait pas mal de questions sur ce thème. Vous pouvez retrouver nos débats sur publicsena.fr. Vous pouvez nous réécouter en podcast. Et puis, je vous signale l'invité de la matinale. Demain, ce sera le maire socialiste du Mans, Stéphane Le Foll. Belle soirée.